Merci de nous suivre dans cette rêve transatlantique en direct du MEDEF ici à Paris. Nous avons jusqu'à présent vu la place des Américains dans notre spectre européen et vice-versa. Chacun a son autonomie, chacun a sa souveraineté et pourtant les deux entités sont tout à fait interdépendantes. Il suffit de voir les investissements, Geoffroy Roux de Bézieux le rappelait tout à l'heure, les échanges de biens et de services. En 2020, ils représentent 150 milliards de dollars environ. La France est la 4e destination des exportations américaines et le 3e partenaire commercial des États-Unis en Europe. En ce moment, des sujets comme la techno, des sujets comme les semi-conducteurs, bien sûr, l'intelligence artificielle, la résilience dans les chaînes d'approvisionnement seront discutés au sein du TTC, qui a été mentionné tout à l'heure, le EU-US Trade and Technology Council. Étant donné tout ce qui vient d'être dit, quelles sont les coopérations bilatérales à privilégier? Quels sont les projets concrets? D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre encore tous les projets sur la table? On en parle avec Bijan Eqbal, président chez AmCham France. Bonsoir. Et bonsoir à Rachel Picard, présidente du conseil d'administration de Criteo. Bienvenue à vous deux. Bijan Eqbal, vous, justement, ça tombe un peu bien parce que vous publiez aujourd'hui une note très intéressante. C'est le livre blanc de l'AmCham France avec HSC. Et stupeur et tremblement, on est à l'aube, vous dites, d'un possible découplage des économies entre les États-Unis et la Chine, ce qui est évidemment un retentissement chez nous en Europe. Expliquez-nous tout cela. Oui, bonsoir Pierre. C'est un sujet dont Jérémy Guez, professeur à HEC, nous a saisi à l'AmCham en septembre 2020. Et c'est un sujet qui, à l'époque, pouvait paraître assez académique, assez théorique, tout en reconnaissant que, après une globalisation où les entreprises dictaient un petit peu le ton dans le développement international de leur stratégie, la crise de 2008-2009 était passée par là, la faible croissance qui s'en était suivie dans le monde occidental, les problématiques de climat, la prééminence de la technologie qui apparaissait un petit peu partout dans notre quotidien était peut-être susceptible de générer un éventuel découplage, et on l'a vu notamment avec les normes numériques, mais pas que, depuis, qui se sont concrétisées. Ce qui s'est passé avec la crise liée à la pandémie du Covid n'est pas anodin et a été, comme le disait tout à l'heure Geoffroy Roux de Bézieux, un accélérateur et un révélateur de ce qui pouvait se passer en cas justement de découplage. Parce que là où la crise de 2008 et les crises précédentes étaient des crises de nature économique et financière, celle que nous vivons aujourd'hui, puisque la pandémie n'est pas terminée, est une crise qui résulte de la volonté et des mesures prises par les États afin de préserver les économies, de fermer certains pans d'activité, certains types d'échanges de manière temporaire. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que les entreprises ont réussi, par une résilience extraordinaire, à s'adapter tant dans leur organisation que dans leur stratégie. Et peut-être que plutôt qu'un retour à la normalité antérieure, on fait face à ce qu'on appellerait un new normal à venir, où il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et donc, de ce point de vue-là, la notion de découplage est quelque chose qui peut faire partie, en effet, d'un paysage à venir. Mais même si les États-Unis restent le premier exportateur en Chine, et ça peut bouger, ou du coup, parce que quand on parle de découplage, c'est pas un mot à prendre à la légère quand même. Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parlait de America First, on parle aussi de America Number One, et on parlait de qu'est-ce qui a changé, pourquoi est-ce que l'Amérique se tourne beaucoup vers la Chine,
je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que justement, le fait que la Chine, qui était jusqu'en 2010-2015 l'usine du monde, est en train de changer avec des ambitions qui sont beaucoup plus puissantes pour développer ses propres produits. Il ne copie plus comme il pouvait copier avant. Alors que les États-Unis ont une puissance créative qui est toujours là, font que cette notion de US first, US number one, est primordiale dans la perception du peuple américain à l'intérieur, devient un enjeu électoral également, ce qui explique pourquoi les États-Unis se tournent beaucoup vers la Chine, et ce qui explique aussi quand on parle de découplage, regardez ce qui s'est passé avec les normes autour de la 5G, regardez ce qui s'est passé avec Hong Kong et certains social medias qui se sont retirés de Hong Kong parce qu'ils n'avaient plus les certitudes ou les garanties sécuritaires concernant les données là-bas et qui ont du coup adapté leurs réseaux sociaux à des normes chinoise pour un marché chinois. Donc il y a certaines tendances qui démontrent qu'il y a une volonté potentielle. Il n'y a pas un souhait, personne ne souhaite aller là, mais par petites touches, on se rend compte que finalement, on va peut-être aboutir à une forme de découplage. Bonsoir Rachel Picard, merci de nous rejoindre dans ce panel. Quand je pense à Criteo, je pense à Sting qui chantait I'm an Englishman in New York. Là, c'est un peu I'm a French in the United States. Pourtant, ça fonctionne. Vous êtes 2700, il y a 300 personnes aux États-Unis. Évidemment, en l'occurrence, avec Bijan, on parlait de la tech. Vous êtes complètement dedans. Et en même temps, puisque c'est le mot à la mode, et en même temps, vous êtes, j'allais dire, vous avez un peu la tête froide parce que vous n'oubliez pas, parce qu'on parle de la Chine aussi, vous n'oubliez pas que les GAFAM sont encore les maîtres du monde. Mais Criteo existe. Oui, bonsoir. Criteo existe, oui, il existe même bien. Criteo, ça a été vraiment un exemple d'un petit Frenchie qui est parti aux États-Unis, en Californie, se frotter au grand de la technologie, du digital et de la pub, en fait. Et avec beaucoup de succès, en 2013, la cotation s'est faite au Nasdaq. Et depuis, l'entreprise a grandi, pris vraiment une autre échelle en fait, au niveau mondial. Ce que disait Jean-Claude Bézieux tout à l'heure, c'est qu'on a un bon produit, on peut le vendre, on peut l'exporter. Et aux États-Unis, c'est l'exemple. Criteo a vraiment su dès le départ, les talents de son fondateur, Jean-Baptiste Rudel, le penser à l'échelle planétaire, vraiment comme un outil, et s'intégrer dans l'écosystème des États-Unis. Partie des régions sur lesquelles Alors, on a quelques petits problèmes de liaison avec vous. Je vais vous laisser voir ça avec la régie. Et en attendant, je vais continuer un peu la discussion avec Bijan Eqbal, excusez-moi. Vous disiez quelque chose de très intéressant, Bijan. Vous disiez qu'en 2015, la Chine ne copie plus. Maintenant, effectivement, on le voit avec l'avènement notamment des voitures électriques, Geely, Airways, etc. Il y en a qui arrivent en France. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas été trop naïf par exemple en vendant des avions avec le plan de l'avion, avec le mode d'emploi? Est-ce que quelque part cette relation mondiale, cette globalisation à laquelle on a beaucoup cru parce qu'on s'était dit que finalement c'était le seul modèle économique qu'on pouvait suivre, et bien finalement il y a un retentissement en Chine qui devient contre-productif envers à la fois les Américains et à la fois les Européens? Non, je crois pas que nous ayons été naïfs. Je pense en revanche qu'il faut qu'on soit mature quand on regarde l'avenir. Quand The Economist aujourd'hui regarde les risques qui portent sur les 10 plus gros risques qui portent sur l'économie du monde en 2022, il cite le découplage comme le premier d'entre eux, le découplage entre l'économie chinoise et l'économie américaine, comme le premier d'entre eux, 1 sur 10, avec le facteur de hautement probable.
ça amène la réflexion suivante, c'est que vous avez aujourd'hui deux blocs qui coopèrent et qui s'opposent, que sont les États-Unis et la Chine. Et au milieu, nous avons l'Europe. Et il ne s'agit pas de naïveté de la manière dont on a approché les choses par le passé, parce qu'encore une fois, si on regarde l'histoire du monde et qu'on regarde la fin du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, avec la guerre froide qui opposait les États-Unis à ce qu'on appelait à l'époque l'URSS, on constate qu'aujourd'hui, la Russie n'existe pas du tout de la même manière dans l'opposition qui est économique entre la Chine et les États-Unis. Donc le temps va très très vite. Et si l'Europe rate le coche qui se présente, auquel elle a à faire face, enfin, le défi qui se présente à elle, qui est de savoir apporter une réponse cohérente d'ensemble et non pas nation par nation. Et on entendait tout à l'heure toute la complexité que ça implique, parce que évidemment, pour des raisons géopolitiques, certains ont des intérêts à acheter tel avion plutôt que tel autre. Mais si on veut approcher cette problématique de bloc contre bloc, c'est pas une question de s'opposer aux États-Unis ou de s'opposer à la Chine, parce que évidemment la relation transatlantique, elle est historique et elle ne m'inquiète pas outre mesure. Elle s'inscrit dans le temps long, j'ai déjà dit plusieurs fois et ça continuera. Mais dans cette opposition de bloc contre bloc, il paraît quand même essentiel que l'Europe prenne toute sa part pour exister en définissant des stratégies semblables à celles peut-être que la Chine a pu développer par le passé, de joint venture, de coopération, en mettant en place des règles extraterritoriales, parce que et les États-Unis et les Chinois en ont, et qu'on joue avec des règles du jeu qui nous permettent non pas de s'opposer, mais d'exister et de profiter, de faire profiter ces deux grands pays de notre grand marché européen de 500 millions d'habitants aussi. Donc c'est quand même important. Rachel Picard, je crois qu'on vous a retrouvé avec... pardonnez-nous pour cette interruption. Vous me disiez en préparant cette intervention que Criteo, c'est le monde, enfin on s'adresse au monde, sauf la Chine, sauf Amazon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve devant deux murs qui font 100 mètres de haut et on se dit non, en fait, on ne va pas y aller. Oui, en fait, autant on a réussi à rentrer dans l'écosystème américain et avoir une vision mondiale du business, dans le marché adressable, on travaille, on le comptabilise sans la Chine. Et on le comptabilise, on travaille beaucoup avec le e-commerce, sans Amazon, qui en fait est le concurrent de Criteo, son domaine Criteo étant sur Internet en fait. Donc c'est une autre vision du monde séparée, qui est le monde entier, y compris les États-Unis, dans lesquels Criteo fait 40%, donc très élevé, sans la Chine effectivement, qui elle a complètement bloqué l'accès aux frontières et à la capacité de travailler en fait avec les acteurs digitaux là-bas. Est-ce que ça veut dire que cette situation-là peut changer à terme, ou est-ce que dans le digital en tout cas, la porte restera fermée? J'ai du mal à employer le futur, mais... Je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est que le retard pris dans le digital, il est terrible parce que la taille qu'atteignent les grands GAFAM, derrière, ça devient compliqué de partir de zéro. Donc, Criteo, sur une minute, qui vraiment travaille encore une fois avec l'ensemble de l'écosystème nécessaire et apporte et aux médias, aux annonceurs, marketing qui est performant et qui permet de mettre la publicité ailleurs que dans les GAFAM. Il en reste beaucoup, mais il y en a encore à faire. Si on n'arrive pas à travailler avec les grands acteurs de l'écosystème chinois, aujourd'hui, ça va être compliqué de s'y mettre demain. Après, dans le digital, ça va très vite. Les technologies bougent aussi. C'est vrai qu'en fait, on rebat les cartes assez rapidement et que ouais. faut bien passer. Bijan Eqbal, est-ce qu'il pourrait y avoir un déclic, justement, je reprends le geste de la main de Rachel Picard, est-ce qu'il pourrait y avoir tout d'un coup un changement? Parce que pour l'instant, on peut le dire, une transformation totale de la supply chain.
On a une transformation totale de la supply chain, mais qui a fait preuve d'une très grande résilience. Et ce que nous disons justement au niveau de l'ANCHAM, c'est que il faut s'inspirer des tests financiers, des stress tests financiers, pour que, suivant le même principe, les entreprises mettent en place des tests de résilience et que ces tests de résilience soient évolutifs, c'est-à-dire qu'ils se confrontent aux problématiques auxquelles justement la supply chain peut être confrontée non seulement dans le cadre d'une pandémie, mais encore une fois par la réglementation des États, et voire en utilisant l'intelligence artificielle d'ailleurs. Comment ça? Pour progresser. Comment ça en utilisant l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pourriez préciser? Justement, l'intelligence artificielle qui va cumuler les données des différentes entreprises qu'elles auront partagées et des problématiques auxquelles elles auront pu être confrontées pourra aider les entreprises à mettre en place des scénarios qui rendront leur supply chain plus agile. Et dans le monde dans lequel on va vivre demain, c'est un sujet, je pense, qu'on pourrait regarder de près. C'est une piste à creuser, ça, Rachel Picard? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est gentil de me donner la parole. On a encore quelques problèmes de liaison avec vous, donc j'espère qu'on va comprendre ce que vous nous dites. Pardonnez-nous. Je me rapproche. Criteo vraiment œuvre pour créer un écosystème avec l'ensemble des médias. Chacun ne peut pas lutter contre les grands du digital qui accaparent toute la publicité. Donc, créer un écosystème pour que les annonceurs puissent avoir un marketing aussi performant sur cet écosystème que dans chacun des gagnants. Donc, c'est exactement pour monsieur de partager les données, de mettre une intelligence artificielle dessus, de ne pas se battre les uns contre les autres, parce qu'on est tout petit, on est insignifiant. Je suis vraiment désolé, mais là, c'est d'ailleurs un peu l'arroseur arrosé, hein, Rachel Picard, parce que vous travaillez dans la tech et malheureusement, la tech ne suit pas de l'endroit où vous êtes. Cela dit, Bijan, je crois qu'on a compris ce que disait Rachel Picard en substance. Oui, je pense il faut voir les défis auxquels nous sommes confrontés comme des opportunités. Certains parlent d'une 4e révolution industrielle. C'est vrai que ça crée des voies à explorer, que les entreprises vont être obligées de s'adapter. Mais quand vous regardez, par exemple, pour parler du marché chinois et de ce découplage, encore une fois, il y a certains types d'activités qui sont déjà impliqués et qui appliquent déjà cette forme de découplage. Vous prenez l'industrie du luxe, le luxe n'est pas consommé de la même manière en Asie qu'il l'est dans le monde occidental. Et du coup, les industries du luxe ont créé des supply chains qui sont locales pour l'Asie, pour la Chine, et des supply chains qui sont plus orientées vers l'Occident. Et finalement, on s'aperçoit même parfois que la partie chinoise, en matière de vente sur Internet, justement, de e-commerce, déborde du coup vers le monde occidental. Donc il y a à la fois un split et à la fois une perméabilité, mais qui est inversée. Alors, ça veut dire que, en gros, en Asie, le e-commerce explose, y compris on dit souvent, on n'achète pas tel produit luxe comme on achète un savon. Et là, en l'occurrence, j'allais dire, il y a une forme de course au luxe en Asie qui fait qu'on peut acheter des objets très onéreux à travers le e-commerce. Il y a le volume, il y a le coût, mais il y a aussi la nature des produits. Les modes ne sont pas les mêmes, les produits qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes, etc. Mais encore une fois, sur un autre exemple de supply chain agile, pendant la période du Covid, vous aviez
des laboratoires pharmaceutiques qui avaient une supply chain en Asie qui se trouvait complètement arrêtée, complètement fermée, et qui ont pu temporairement utiliser ce qu'on appelle China Plus One, une supply chain qui était hors de la Chine, temporairement, justement, pour servir les autres marchés qui n'auraient pas pu servir autrement. Donc, encore une fois, il y a certaines industries qui sont plus préparées que d'autres, mais il y a certainement là où on a vécu 30 années de globalisation, où la globalisation était la règle, on va se retrouver maintenant avec un new normal qui va requérir beaucoup plus d'agilité. Mais ce qui est rassurant, c'est que les entreprises sont excessivement résilientes, parce que la manière dont les choses ont évolué ces 2 dernières années est assez impressionnante quand même, me semble-t-il. On n'est pas encore dans un changement de business model, mais effectivement un changement de paradigme. Merci à vous deux, merci beaucoup à Rachel Picard. Merci. Pardonnez-nous de ne pas vous avoir plus donné la parole, mais effectivement on avait quelques problèmes de liaison. En tout cas, on peut aller sur le site de Criteo et comprendre ce que c'est que Criteo. C'est quand même une boîte extraordinaire. Elle est cotée au Nasdaq. Des boîtes françaises cotées au Nasdaq, il n'y en a pas 26. Donc voilà. Et puis merci à vous, Bijan Eqbal. Et puis on peut, j'imagine, retrouver quelque part en ligne ce livre blanc de l'AmCham. On peut le retrouver tout à fait sur le site de l'AmCham, sur le site d'HEC, sans aucune difficulté. Et comme ça, on comprendra mieux effectivement ces questions de découplement des économies chinoises et américaines. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On continue. Merci à vous. Cette rêve transatlantique, on se retrouve dans un instant.